évidemment à notre prochain panel, puisque nous allons parler des PME et des risques de cyberattaques auxquels elles sont confrontées, cette pression qui monte en puissance pour ces PME, ce tissu économique autour de la région. Pour cela, nous accueillons donc les intervenants et mes panélistes. Donc Sergio Alves Dominguez, CTO Orange Cybersécurité Défense Switzerland, Paula Ragenberg, CEO Neurone, bienvenue. Jean Bourgeois, CEO OBEP, Sylvain Passini, professeur in Computer Security, HEIG VD, bienvenue. Et Patrick Guillon, chef de la cyberstratégie, Head of the Regional Cyber Competence Centers for Western Switzerland, State and Republic of Geneva. Bienvenue à tous. Et enfin, Magali Mathis, programme et Education Lead pour la Trust Valley, qui va co-modérer la discussion avec moi. Bienvenue Magali. Merci. En tant que chargée du programme Trust for SME, pourquoi est-il important d'accompagner les PME? Pourquoi les PME? Est-ce qu'elles sont plus à risque que les autres? Peux-tu nous expliquer un petit peu le contexte autour des PME, s'il te plaît? Comme l'a expliqué tout à l'heure Madame la conseillère d'État, Isabelle Moret, on remarque que les PME sont particulièrement touchées par des attaques, essentiellement les prestataires informatiques, qui sont des portes d'entrée assez importantes pour les plus grosses organisations. On parle ici de dommages collatéraux. Et puis ce matin, on va justement en discuter avec nos panélistes. Donc j'aimerais vous demander, Sergio, vous êtes le CTO d'Orange Cyberdéfense Suisse. Est-ce que vous pourriez nous dresser un peu, nous donner l'évolution des cyberattaques au niveau suisse et au niveau européen? Oui, alors du moins en partie. Donc je peux vous parler effectivement de ce qu'on voit et des tendances actuelles. Et je dirais que la tendance actuellement, elle est un peu à la professionnalisation des attaques, mais en gardant ce qui marche. Enfin, en gros, il n'y a pas drastiquement eu de changement dans les types d'attaques ces derniers mois, ces dernières années. C'est toujours les mêmes choses, des fois simples, qui fonctionnent, mais on voit quand même une professionnalisation qui est constante au niveau des attaquants, c'est-à-dire par exemple des attaques qui vont être, si on prend des cas simples, comme je sais pas, des cas de phishing, etc., qui sont vieux comme le monde, mais qui sont de plus en plus professionnalisés, qui fonctionnent de mieux en mieux, des fois avec, on parlait d'IA tout à l'heure, mais on en parle depuis un petit moment, mais l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle dans ce type d'attaque-là, qui peut avoir un rôle pour améliorer les chances de succès. Et puis aussi, on voit la professionnalisation des attaques dans des environnements qui, typiquement, par exemple, pour parler des PME, ne sont parfois pas toujours très bien maîtrisés par les sociétés elles-mêmes. Donc, par exemple, beaucoup de sociétés, beaucoup de PME ont migré au fil des années vers des environnements SaaS, des environnements cloud, qui résolvent certaines problématiques. On y va en se disant, c'est facile d'adopter tel ou tel service, mais c'est des services qui sont complexes, en constante évolution. Et il n'y a pas forcément toujours des fois la maîtrise des outils qu'on va utiliser, qu'on va adopter, alors que du côté des attaquants, malheureusement, il y a une maîtrise en tout cas des points d'entrée et des éléments de persistance et des choses qui peuvent faciliter ces attaques et en plus rendre ces sociétés plus exposées à ce type d'attaque parce qu'elles vont être sur des plateformes qui sont plus exposées que ce qu'elles avaient potentiellement avant. Des points aussi qui peuvent être relevés, on voit qu'il y a une augmentation dans ce qu'on appelait les supply chain attaques. Vous parliez de fournisseurs, c'est un bon exemple de ce type d'attaque. On voit qu'il y a de plus en plus d'attaques qui vont utiliser des éléments en amont des sociétés elles-mêmes pour aller compromettre ces sociétés. Alors ça peut être exploiter un fournisseur de services qui a accès à cette société, ça peut être utiliser des vulnérabilités dans un logiciel qui est utilisé par un grand nombre de sociétés qui, au fond, n'ont rien fait de faux, entre guillemets, mais elles vont déployer et utiliser un logiciel qui aura été compromis en amont et du coup qui va permettre d'être un point d'entrée dans ces sociétés. Donc c'est vraiment la tendance que je verrais, c'est la professionnalisation de ces attaques, même des fois dans des relations attaquants victimes, par exemple avec des groupes de ransomware. Alors on peut dire que sur ces derniers mois, le groupe par exemple Lockbit est le numéro 1 du ransomware à l'échelle mondiale. Ils ont récemment annoncé dans un communiqué presse, je peux dire, qu'en gros c'était fini les histoires de négociation maintenant. Ils vont donner, quand une société est compromise et attaquée, ils vont donner une rançon qui est basée sur le chiffre d'affaires de la société et on ne discute plus, on essaie d'abaisser ou on s'en sort à quelques centaines de milliers de francs, c'est ça et on ne discute plus. Ça devient des machines extrêmement bien huilées, extrêmement professionnelles. Donc on voit bien l'augmentation des attaques, des risques, la professionnalisation des attaquants. On parle aussi, dans certains cas d'attaque, de dommages collatéraux. Et je me demandais, Patrick, si tu voulais bien nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par dommages collatéraux.
Bon, de plus en plus d'entreprises font un développement informatique pour leurs opérations, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus aussi d'entreprises informatiques qui se développent pour répondre à ces besoins-là. La conséquence, c'est que les entreprises, les fournisseurs de solutions informatiques, par exemple, mais il y en a d'autres, détiennent un certain nombre d'informations qui peuvent porter préjudice aux sociétés qui font appel à elles si les données devaient sortir. Et du coup, ces dommages collatéraux font que si une entreprise qui offre des services, qui soient informatiques par exemple ou autres, à un certain panel de sociétés se fait compromettre, eh bien, il y a des risques que les attaquants puissent également arriver sur on va dire, les clients de ces victimes. Et du coup, comment on gère ça? Est-ce que vous avez, par exemple, avec les différents cas qu'il y a eu récemment, des choses que vous pouvez partager, des solutions? Comment on se défend contre ça? Il n'y a pas de recette miracle dont on peut vraiment parler comme ça, mais je crois que la communication est très importante, le fait d'informer en tout cas, si une société est victime, qu'elle prenne contact avec les clients pour les informer qu'elle a été victime et quels sont éventuellement les dommages collatéraux, justement, pour que aussi les clients de ces sociétés victimes puissent se préparer. Donc la question, c'est peut-être aussi quel est le rôle de la police là-dedans? Comment vous voyez votre rôle, vous? Alors, effectivement, le rôle de la police, c'est toujours quelque chose qui est un peu intéressant et parfois un peu flou. Beaucoup de gens pensent que la police est là pour régler les problèmes informatiques. Une fois qu'on est victime, les gens appellent la police pour avoir une réponse technique à leurs problèmes. Alors, ce n'est pas le rôle de la police. La police, elle est là pour établir les faits, trouver des éléments de preuve pour remonter sur les auteurs de crimes et délits. On va dire, ça c'est un peu la phrase. Par contre, on va vers une relation tripartite entre la police, les victimes et les sociétés de sécurité informatique ou les services informatiques de ces sociétés, s'ils en disposent, pour essayer de contenir l'attaque. Donc la police est vraiment là comme partenaire avec les sociétés de sécurité informatique et puis les victimes. On a eu, et c'était très intéressant à Genève, à la brigade de criminalité informatique, l'adresse et le téléphone étaient publiés sur le site internet de la police avant, ce qui fait qu'on a littéralement eu des gens qui sont venus sonner à la porte parce que l'imprimante ne marchait plus, parce que les photos de vacances étaient volées, enfin effacées, etc., etc. Donc ces numéros et cette adresse n'y figurent plus. Mais voilà, donc c'est vraiment ce rôle de la police qui est là comme partenaire pour les entreprises, les particuliers, quelles que soient les victimes, pour ensuite mettre aussi leur expertise à disposition. Et du côté des prestataires, donc Sergio, je me tourne vers vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour limiter les risques ? Nous, notre rôle, ça va être d'accompagner les clients dans une montée en maturité de leur niveau de sécurité. Donc, évidemment, les aider déjà à identifier quels sont pour eux les principaux risques, où est-ce qu'ils sont le plus exposés, déterminer un plan d'action pour mettre en place des contre-mesures pour être de mieux en mieux protégés. On intervient aussi ensuite, malheureusement, des fois, après les attaques, lorsque quelque chose s'est mal passé ou alors lorsque cette maturité n'était pas nécessaire. Mais évidemment, ce n'est pas là qu'on préfère se trouver. C'est plutôt vraiment dans l'accompagnement et puis la montée en compétences et la montée en maturité de sécurité sur les PME, les entreprises de manière générale. On voit bien cette importance de la tripartie, de travailler ensemble en cas d'attaque. Peut-être, Patrick, est-ce que vous avez d'autres initiatives, d'autres solutions qui vous semblent pertinentes à échanger aujourd'hui, que vous comptez mettre en place ou que vous souhaiteriez mettre en place ? Bon, ce qui existe déjà, alors c'est cantonal, puisque chaque canton dispose de sa police, et puis effectivement, les développements se font, même si on essaye d'harmoniser de plus en plus au niveau du Centre régional de compétences cyber, mais il y a quand même une compétence cantonale. À Genève, on a pris le parti d'avoir, évidemment, la journée, aux heures de bureau, les victimes peuvent s'adresser au numéro général de la police pour avoir une aide, un conseil, ou simplement déclarer l'attaque dont ils font partie en ce moment même. Et il y a un service de piquet 24 heures sur 24 qui est là pour répondre pour les urgences. Donc effectivement, on suit une société, ou en particulier parce que la situation est très grave, peuvent faire appel à la police 24 heures sur 24 avec un système de piquet une personne qui va analyser le problème, et s'il y a une pertinence à ce qu'on vienne immédiatement, il y aura quelqu'un. Donc on voit vraiment les actions mises en place en cas d'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire en amont, par exemple, en identifier des sociétés qui sont potentiellement plus à risque? Oui, c'est effectivement une chose qui serait intéressante de faire. On n'a pas d'action pour le moment, à Genève en tout cas, au niveau de la police, pour identifier ces sociétés-là.
mais de cartographier quelque part les sociétés qui pourraient être à risque et puis aussi ce qui en découlerait si elles devaient être victimes d'une attaque, ce serait quelque chose de très intéressant à faire, très utile. Parfait. Avec la Trust Valley, donc on a mis en place l'année dernière un programme d'accompagnement pour les PME, Trust for SME, est-ce que vous connaissez? Jean Bourgeois, vous êtes le CEO et le fondateur de OBEP, une de ces PME qui a suivi l'année dernière le programme Trust for SMEs. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous faire un retour par rapport au programme? Pourquoi est-ce que vous avez suivi ce programme et qu'est-ce qui vous a permis de mettre concrètement en place dans votre entreprise? Oui, alors effectivement, on parlait d'entreprise à risque. Donc, nous, on développe des logiciels de gestion d'entreprise web pour les PME romandes. Donc, il y a un risque pour nous-mêmes, mais surtout pour tous les PME romandes qui mettent leurs données comptables dans nos logiciels. Donc, pour nous, c'était clairement un sujet important. Et donc, ce programme Trust for SME, ça nous a permis vraiment d'avoir un apport externe, un regard externe aussi, un support externe pour traiter la question de manière sérieuse dans l'entreprise. Et puis, pour moi, dès le début, il ne suffisait pas uniquement de participer à ce programme, mais qu'on puisse vraiment amener des actions concrètes, un résultat concret dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite visé le label à la fin du programme. D'une part, pour valider notre travail d'un regard externe, une audit externe aussi, pour dire, voilà, ce n'est pas qu'à l'interne qu'on a réfléchi, mais il y a aussi un regard externe qui est important. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne l'engagement de l'entreprise. Ça permet de valider le travail aussi, ça permet de jalonner quelque chose avec ce label. Mais justement, comment vos équipes ont réagi? Qu'est-ce qui ça vous a permis de mettre en place concrètement? Et comment vous évaluez peut-être votre évolution en termes de maturité cyber en interne? Alors, tout d'abord, il ne faut pas négliger, je pense, l'effort à fournir pour aller jusqu'au bout de la démarche, même que nous, on est une entreprise dans l'informatique, on a des ingénieurs informaticiens, mais pour traiter le sujet de la cybersécurité, il faut vraiment aller au fond des choses. Donc, on a beaucoup insisté et fait un travail de profondeur avec les équipes. Et les effets, je dirais, les plus importants, ils sont ressortis à partir du moment où on a établi une charte informatique interne qui détermine comment on gère les mots de passe, comment on gère les données des clients, qu'est-ce qu'il faut détruire, pas détruire, etc. Et puis, dernier paragraphe, on indique et on demande aux collaborateurs de s'engager aussi. On parle de fautes graves si cette charte n'est pas respectée, d'une part, et puis s'il y a dommage à l'entreprise ou au client par le non-respect de cette charte, il y avait une exposition à des poursuites judiciaires. Et ça fait vraiment un effet important. D'une part, les jeunes générations qui aiment bien le confort au travail, ça les a un petit peu piqués, parce que là, ils prenaient un risque quand même personnel, même qu'ils étaient collaborateurs sans forcément une responsabilité particulière. Puis l'autre effet très intéressant, c'est qu'une fois le passage de la prise de conscience du risque, il y a énormément d'idées qui sont remontées sur la table. Parce qu'à partir du moment où les collaborateurs ont réalisé qu'ils risquaient leur peau, si je peux dire un petit peu comme ça, et bien alors là, ils ont commencé à sécuriser leur environnement. Et beaucoup d'idées sont arrivées sur la table, et ça, c'était vraiment très, très positif pour nous à ce niveau-là. On voit bien que vous avez partagé la responsabilité au sein de l'entreprise avec les collaborateurs. Moi, j'ai quand même une question. On est sur un panel PME sous pression. En tant que PME, est-ce que vous vous sentez sous pression et quel genre de pression? Oui, alors, c'est clair, on a une pression des clients et puis qui s'est fait beaucoup plus ressentir maintenant avec l'arrivée de cette nouvelle loi sur la protection des données. C'est devenu public et il y a beaucoup de personnes qui ne se posaient pas trop de questions jusqu'à aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, ils se disent, mais finalement, ils nous appellent, puis ils nous disent, puis vous en êtes à quoi? J'ai mes données chez vous, etc. Donc là, il y a une prise de conscience et puis là, il y a également des personnes qui sont aller un peu plus loin dans le détail, mais c'est qu'est-ce que vous mettez vraiment en place, si vous voulez en savoir davantage, des fois même un peu trop, je dirais, mais ça permet vraiment aussi de s'inquiéter de manière
concrètes sur les sujets. Donc ça, c'est la pression des clients. Après, tout ce travail-là, il a un coût. Donc nous, on a aussi mis beaucoup plus de moyens ces dernières années sur la question de la sécurité. Donc ça fait aussi une pression forcément sur nos prestations par rapport à la concurrence, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on ressent aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer aujourd'hui? Vous avez une audience ici et en ligne, les conseillères d'État qui vous écoutent. Est-ce qu'un message pour essayer d'alléger cette pression, partager cette pression, faire passer des idées? Alors, ce qui est important pour nous, donc on a suivi le programme. Ensuite, j'ai parlé de ce jalon du label, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Donc, nous, on a besoin de continuer cette réflexion, continuer d'être informés, continuer à travailler avec des partenaires qui nous challengent sur nos manières de travailler. On a besoin d'être au courant des nouvelles techniques peut-être qui se mettent en place et par les cyberattaques, dans le cadre des cyberattaques, qu'on puisse anticiper aussi. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc le réseau aussi qui constitue aussi les partenaires, les organisations comme la Trust Valley, c'est très important pour nous de pouvoir maintenir ces contacts et continuer à travailler ensemble. Puis l'autre aspect, c'est que je pense que c'est important que au niveau de la direction, il y ait vraiment la conscience de cette problématique. Alors nous, on est une entreprise informatique, donc je dirais l'encadrement, il est informaticien de base, mais je pense que c'est important pour ceux qui ont la possibilité de le faire, d'intégrer dans leur direction ou dans leur conseil d'administration des personnes qui ont ce regard-là, qui vont pouvoir faire avancer les choses dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je voudrais poser maintenant la question à Paula. Vous êtes la fondatrice et la CEO de Neurone, mais vous êtes également membre du board industriel du Swiss AI Center for SME. Donc, pour vous, en tant que dans vos responsabilités, est-ce que vous ressentez cette pression aussi? Est-ce que c'est une pression différente puisque vous êtes sur des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle? Alors en effet, Neurone offre des solutions logicielles pour régler tous les problèmes de traduction juridique et financière. Donc nos clients sont des études d'avocats, des services juridiques de banque, des administrations publiques. La pression, elle est là parce que la traduction, en fait, historiquement, a toujours été un peu le maillon faible de la sécurité des données. Parce que finalement, on envoie une agence qui envoie ça à travers le monde sur des ordinateurs, on ne sait pas où. Donc, en fait, c'est un problème qui n'a jusqu'à aujourd'hui pas été réglé et que nous avons décidé en effet de régler pour toute l'industrie, de prendre sur nous ce coût très important d'assurer une sécurité de A à Z dans ces processus pour toutes les petites, moyennes et grandes études d'avocats. Même les grandes études d'avocats en Suisse sont des PME. Et pouvoir régler des problèmes comme ça coûte énormément. Chaque entreprise ne peut pas se le permettre. Et nous avons justement alors cette pression de régler vraiment de façon propre le problème pour toute une industrie. Vous avez d'ailleurs choisi de rejoindre le programme Trust for SMEs cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez dans ce programme? C'est vrai que c'est rare pour une start-up, Neurone a à peine une année, c'est rare pour une start-up d'investir tellement de ressources dans la cybersécurité. On a envie de développer nos produits, de les lancer sur le marché. On se dit la sécurité, ça sera pour après. Et heureusement, j'ai déjà fondé et fait grandir une société. Je sais que c'est extrêmement difficile de changer les processus, de changer une culture d'entreprise une fois qu'elle s'est cristallisée. Là, on a une chance énorme de commencer avec une tabula rasa, d'avoir la possibilité de construire cette philosophie et à tous les niveaux. Donc on a des ingénieurs, des jeunes ingénieurs extrêmement passionnés par l'IA et par ses possibilités. Et on est arrivé, on leur a dit non, attention, on développe quelque chose pour une industrie qui a des besoins de confidentialité vraiment accrus. Ça leur a pas fait plaisir et ils n'étaient pas sûrs, parce que quand on parle, on fait aussi tout un processus, on va être certifié ISO 27001 d'ici la fin de l'année. C'est beaucoup de documentation, c'est beaucoup de théorie. Trust Valley, Trust for SME, c'est de passer de la théorie à la pratique. On entend des expériences d'entrepreneurs, de CTO qui ont vécu des attaques, qui ont des problèmes concrets. Et ça illustre, ça donne de la profondeur à cette thématique et ça montre à l'ensemble de l'entreprise, y compris au board, qui doit aussi participer aux formations, qu'on est vraiment sérieux quand on parle de cybersécurité.
Est-ce que vous aussi, vous ressentez ce besoin qu'on a vu un petit peu plus tôt de tripartie, de collaboration entre la police, entre les prestataires IT et votre métier, en fait? Alors, on espère, on n'a pas encore eu la nécessité de faire appel à la police. On espère que ça ne va pas se passer. Mais on constate, en fait, quand on arrive, on co-crée avec nos clients, au niveau, par exemple, ceux qui ont l'infrastructure des banques ont la possibilité d'avoir vraiment des experts en cybersécurité. Quand on onboard notre solution chez eux, c'est fantastique de pouvoir partager leur expérience et ils regardent ce que nous on a fait et de pouvoir nous indiquer vraiment très concrètement parce qu'ils ont des besoins, mais ils ont aussi les ressources. Après, en revanche, pour les études d'avocats, ce n'est pas possible. Ils n'ont vraiment pas assez de ressources à leur niveau. Et en fait, quand on vient et qu'on leur expose des flux de données clairs, des mesures claires, tout d'un coup, on voit cet appel où ils nous disent « mais vous pourriez peut-être nous aider avec d'autres questions que nous avons ». Alors, nous ne sommes pas des consultants en cybersécurité, on est obligé de se concentrer sur la solution que nous, on offre. Mais là, c'est vrai que j'ai aussi la casquette de vice-présidente de la Swiss Legal Tech Association, et là, on fait vraiment appel à nous. Il y a un besoin énorme dans le marché pour avoir des réponses extrêmement concrètes. Donc, c'est au niveau associatif, en fait, qu'on essaye de répondre à ces questions. Et puisqu'on parle de votre association et de toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a un message à faire passer aujourd'hui concernant les infrastructures, concernant les solutions qui pourraient être mises en place pour permettre d'utiliser la technologie et l'innovation pour accélérer et faire grandir l'économie tout en restant sécurisé? Là, vous me donnez une opportunité unique de faire passer un message très très important. Je regarde la politique et les autres PME qui sont dans cette salle. Il faut savoir qu'en Suisse, tout le monde aujourd'hui a envie de pouvoir tester l'IA. Les études d'avocats, les banques, les startups. Mais tester l'IA, ça veut dire pouvoir la tester avec nos données, parce que si on ne peut pas mélanger cette technologie avec nos données, on perd énormément de valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, si je pose la question dans la salle, qui croit que c'est possible aujourd'hui de benchmarker les plus grands modèles, même open source, qui sont sur le marché en Suisse? Qui croit que c'est possible aujourd'hui? Alors, je vois que j'ai affaire à des efforts. Personne ne lève la main. Il y a seulement une main qui s'est levée, ça veut dire que tout le monde est conscient de ce problème. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en Suisse, et ça m'a vraiment, ça fait 5 ans que ça m'étonne, mais c'est comme ça, on ne peut pas garantir un flux de données suisses quand on veut, comme PME, faire des expériences bac à sable ou même déployer une solution IA avec ses propres données. Il n'y a simplement pas l'infrastructure. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Donc, en Suisse, aujourd'hui, il y a 3 prestataires qui pourraient, si on accordait le budget aujourd'hui, dans les 6 mois, on espère, ça prendrait 6 mois à partir d'aujourd'hui pour mettre à disposition une infrastructure GPU qui permettrait aux études d'avocats suisses de travailler avec leurs propres données et un modèle IA sécurisé. C'est Exoscale, Infomaniac et Phoenix. Voilà, Swisscom ne fait pas partie de cette liste, ils n'ont pas l'intention de créer cette infrastructure dans cette prochaine année. Et ça, c'est un appel énorme parce qu'on a demandé un devis à Exoscale pour pouvoir créer un consortium de PME qui pourrait justement se développer en toute sécurité au niveau de l'IA. Et le devis qui est tombé la semaine passée est de 720 000 francs par an avec un commitment sur 3 ans, donc un peu moins de 2,5 millions. Voilà. Alors ça, c'est mon appel aujourd'hui. C'est mon appel. Si on veut donner, parce qu'il faut savoir que justement toutes les études aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, elles ont la possibilité, elles jouent déjà, elles testent. Et ça leur donne. En Suisse, on est très fiers de notre plateforme d'arbitrage international. Mais aujourd'hui, les études suisses ne peuvent pas se lancer dans la course avec les concurrents internationaux. Et ça, c'est vraiment triste. Donc, c'est un appel, donner la possibilité aux PME de se lancer dans cette course avec une année de retard, mais dans 6 mois, on pourrait commencer, de nous donner une infrastructure bac à sable en nous aidant à lever ces 2,5 millions pour pouvoir donner la possibilité à toutes les PME, en tout cas romandes, de pouvoir se lancer dans cette course.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien entendu votre appel et c'est aussi une manière de partager les risques et les coûts. On voit bien que les coûts qui sont en moyenne de 50 000 francs suisses par entreprise dépassent vraiment, c'est une moyenne, mais si on veut faire les choses bien, que ce soit pour aller sur l'ISO-certification ou aller sur des projets innovants, ça dépasse bien ces 50 000 par PME. Magali, peut-être? Oui, alors j'aimerais juste revenir peut-être sur le sujet qui nous préoccupe ce matin, la pression mise sur les PME. Je me tourne cette fois-ci vers vous, Sylvain. Vous êtes spécialiste en cybersécurité, vous êtes professeur à la HEI-GVD. Vous accompagnez aussi des PME concrètement sur le programme Trust for SMEs en tant que coach, en tant que mentor. Justement, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous voyez cette pression que subissent les PME et que se mettent aussi les PME par rapport à ces enjeux cyber? Alors oui, très clairement, on sent une pression très forte sur les PME. Je pense que cette pression, elle a énormément augmenté ces dernières années, principalement parce qu'on a vu des incidents. Ces incidents ont eu des impacts très forts, ont été très médiatisés, et finalement il y a eu une prise de conscience, on entend les témoignages aussi, sur les conséquences que peut avoir un incident de cybersécurité pour une PME. On se rend compte que les PME se disent ça n'arrive pas qu'aux autres, je serai peut-être le prochain finalement impacté par un incident comme celui-ci. Et une autre chose, c'est la mise en éclairage sur les différentes formes d'impact. Donc c'est vrai qu'on pense directement aux impacts pour la PME, ses services, ses données, évidemment sa trésorerie, ses finances et puis sa réputation, mais il y a également tous les dommages collatéraux qu'on mentionnait avant, donc les clients, les partenaires, les données qui sont en possession de la société, et parfois ce sont des dommages qui sont irréversibles, qui sont partis pour toujours, on va dire. Et puis un dernier dommage qui n'a pas été abordé aujourd'hui, mais très fortement l'année passée, ce sont aussi les conséquences sur les humains, parce qu'il y a des personnes qui sont en frontale face à ces incidents et qui le vivent parfois très très mal, parfois tant l'humain que la société ne se relèveront pas d'un incident de cette ampleur. Et donc effectivement ça met une pression très très forte sur les différentes PME et sur les employés de ces PME. Et dans ce contexte-là, je trouve que le programme Trust for SMEs prend tout son sens parce qu'il offre une chance unique finalement aux PME de la région d'intégrer ce programme, d'être accompagnés, coachés, de suivre des formations, d'avoir des cercles de discussion avec des personnes qui partagent les mêmes problématiques et finalement d'avancer sur ces problématiques et de résoudre certaines choses ensemble. Merci Sylvain. Maintenant, si vous reprenez votre casquette d'académique, on a parlé du rôle de la police, du rôle des providers d'IT. Quel est votre rôle? Comment voyez-vous votre rôle et que pouvez-vous faire? Quelles sont les initiatives que vous allez lancer? Oui, alors déjà le rôle des académiques, on a deux missions principales qui sont l'enseignement et la recherche. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a les trois autres écoles qui ont été citées tout à l'heure, EPFL, HEI-GVD et l'Université de Lausanne, qui sont déjà très actives dans les domaines de la confiance numérique et de la cybersécurité depuis un certain temps déjà, dans les deux domaines, que ce soit la formation et la recherche. Et on offre donc à la Trust Valley et à l'écosystème des spécialistes, des formations de base, des formations continues, et puis des projets qu'on peut réaliser avec l'industrie. Mais effectivement, aujourd'hui, on souhaite mettre quelque chose en place de nouveau. Et ce nouveau est basé sur plusieurs constats. Le premier constat, on a ces trois acteurs académiques. Donc, si je les prends rapidement, le PFL qui fait de la recherche fondamentale très pointue dans des domaines très variés, dans de la deep tech. La HEI-GVD qui est plus dans la sécurité informatique appliquée, qui fait du transfert technologique vers l'industrie. Et l'Université de Lausanne qui a une approche plutôt pluridisciplinaire avec les facultés de droit et HEC et qui a un fleuron qui est l'école de sciences criminelles avec des compétences très spécifiques et presque uniques au monde. Et ces trois acteurs ont des compétences très fortes, complémentaires. Et le deuxième constat, c'est que l'industrie devrait s'appuyer sur ces compétences, mais pour différentes raisons ne le fait pas encore suffisamment. Je pense qu'il y a des freins qui sont liés en termes de disponibilité des différents acteurs, que ce soit académique ou économique, des coûts et peut-être même des cultures. Donc aujourd'hui, les trois acteurs académiques, HEI-GVD, PFL et Université de Lausanne, ont souhaité s'unir et offrir ensemble un soutien aux PME. Donc on a mis en place un outil de financement pour l'innovation avec des projets allant jusqu'à 100 000 francs. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être afficher juste la slide. Voilà.
L'idée de cet outil de financement, c'est vraiment d'offrir aux PME un accès facilité et agile aux compétences des 3 autres écoles et de créer ensemble des projets d'innovation. Donc on a un budget de démarrage qui est de 3 millions de francs sur 5 ans. Et je profite de remercier le canton de Vaud pour la mise à disposition de ce budget de démarrage et notamment le service de la promotion économique et innovation. Et ce programme sera mis en place, enfin est mis en place déjà, et animé par Sandy Wetzel. Vous voyez sa photo ici. Et puis le programme est vraiment à destination du tissu économique, des PME, donc de vous. On souhaite répondre à votre besoin et on est présent aujourd'hui ou ces prochains temps pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à venir vers nous, à nous faire part de vos idées, de vos attentes. Et puis on espère démarrer des projets tout de suite, début 2024. Merci. Pour clôturer ce panel, Magali, on retient quoi de tout ça ? On voit qu'il y a vraiment ce besoin de mobiliser tout l'écosystème, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur académique, du secteur privé, pour vraiment créer des entités résilientes. Et puis, donc voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place au niveau de la Trust Valley avec le programme Trust for SMEs, on a abondamment parlé ce matin. Et puis, on souhaite aussi annoncer la publication d'un guide cybersécurité à destination des PME, avec des cas très pratiques, très concrets. On vous le mettra à disposition assez rapidement. On vous mettra aussi à disposition un lien pour pouvoir accéder à ce guide. On remercie chaleureusement notre partenaire, donc le Centre national de cybersécurité de la Confédération, ainsi que tous les partenaires du programme Trust for SMEs qui ont participé activement et qui ont soutenu ce guide. Donc voilà. Parfait. On va clôturer maintenant ce panel. Vous avez vos panélistes à disposition toute la journée, au moins toute la matinée. Pour les questions, c'est extrêmement important d'avoir, on a de la chance et merci chaleureusement d'avoir 2 PME. Et les tripartis, donc académiques, les infrastructures et l'IT supplier, ainsi que la police. Donc merci beaucoup, merci à vous. Merci Magali.